Bonjour à tous. On va lancer ce nouveau webinaire. Merci à tous d'être présents, de nous avoir rejoints sur ce 13e webinaire. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge de toutes les activités commerciales et avant-vente au sein de Niji et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire autour du SXO. Juste en guise d'introduction et pour rappel, vous avez sur notre chaîne YouTube l'ensemble des replays de nos précédents webinaires. Donc vous pourrez y retrouver aussi celui-ci dès demain en replay, donc le partager avec vos collaborateurs respectifs. En termes d'agenda, le prochain sera sur un sujet beaucoup plus technologique autour de la forge logicielle Microsoft Azure. Donc voilà, on va quitter le monde de l'agence et du design pour faire un focus beaucoup plus technologique autour de Microsoft Azure. Aujourd'hui, on va vous parler des expertises UX et SEO et pourquoi elles sont indissociables et en quoi la fusion de ces deux expertises délivre un maximum de valeur au travers des différents dispositifs digitaux. C'est quelque chose qu'on a bâti et que les équipes ont bâti sur de nombreuses expériences de missions, de clients qu'on a pu accompagner ces derniers mois et ces dernières années. Voilà, et donc aujourd'hui, on est très heureux de partager cette réflexion avec vous. Aujourd'hui, donc, je serai accompagné de Marie-Josée, qui est en charge de toute la partie marketing digital, et Pierre-Éric, qui est le directeur de la partie UX au sein de Niji, et puis de deux expertes, Caroline et Solène, qui vont partager aussi avec nous cette expertise autour du SEO. Un rapide rappel avant de laisser la main à Marie-Josée sur notre proposition de valeur, notre positionnement. Niji est positionné autour de trois grands métiers, le conseil, le design et la mise en œuvre technologique, autour de deux briques que vous voyez à l'écran, une expertise autour de la Mobile Web Factory et du test, etc., de toutes ces expertises technologiques et de l'intégration Salesforce. Aujourd'hui, l'équipe qui est à mes côtés provient de l'expérience et en tout cas de l'expertise qui vient de l'agence autour des 130 talents qui sont exposés ici et qui ont à cœur à vous présenter cette expertise. Voilà. Je vous rappelle donc que vous retrouverez ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube, que dans la foulée de ce webinaire, vous recevrez une enquête de satisfaction. Donc voilà, si vous pouvez prendre 2-3 minutes pour y répondre, nous, ça nous permet, voilà, au fur et à mesure des webinaires, de nous améliorer, de prendre en compte vos remarques et de manière à, voilà, dans une notion d'amélioration continue, de pouvoir aussi progresser. Donc n'hésitez pas à y répondre et de prendre ces 2-3 minutes qui sont clés pour nous. Et puis, voilà, je laisse la main à Marie-Jo pour lancer le cœur du sujet. Bonjour à tous, merci Xavier. Alors on représenté sur cette slide l'évolution de la page résultat de Google entre 2009 et aujourd'hui, ce qui permet de constater à quel point elle a évolué et à quel point du coup elle a changé nos méthodologies de travail. En 2009, en fait, Google renvoyait une simple liste de liens avec une URL, un lien bleu et un extrait de texte. Et aujourd'hui, les pages de résultats sont beaucoup plus complètes. Elle propose de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs, notamment la fiche descriptive sur la droite, la position 0 en tête de page, des articles à la une et également des People also ask, les autres questions posées. Donc de nombreuses fonctionnalités en plus qui permettent vraiment de répondre au mieux aux intentions des utilisateurs. Et on l'a bien vu aussi sur l'évolution de l'expérience utilisateur sur tous les sites, de 2009, on va dire, jusqu'à 2021, avec des best practices, avec des tests utilisateurs, bref, avec beaucoup de choses qui font que les sites, on les a vus, sont passés de sites, on va dire, un peu plus, souvent très petits, avec des résolutions du coup qui prennent de plus en plus de place, à des expériences un peu plus enrichies, avec des visuels, des vidéos, et de la parallaxe, de l'animation, etc. Donc, du coup, toute cette évolution a permis une meilleure expérience utilisateur, qu'on rentrera aussi dans le détail par la suite.
Et donc, du coup, en 94, le monde devient worldwide. On a 20 millions d'internautes dans le monde, 3000 sites, un monde finalement infini qui s'ouvre aux utilisateurs. Il faut le rendre accessible, compréhensible, utilisable. Et les premiers moteurs finalement apparaissent. Yahoo, Infosys, AltaVista et Lycos. Voilà, les premiers moteurs de recherche, on parle à ce moment-là plus d'annuaires de sites. En fait, les sites sont classés par catégorie. Mais on a quand même certains sites qui tentent d'améliorer, d'augmenter leur visibilité, notamment avec la répétition de mots-clés, cachés ou non, ou encore la mise en place de liens entrants. C'est vraiment, il faudra vraiment attendre 96 pour que les cofondateurs de Google commencent à développer un moteur de recherche qui s'appellera initialement Backrub. En 98, Google arrive sur le marché. On assiste vraiment au début de la compétition. La pertinence du contenu commence à prendre de plus en plus de place et Google crée l'indice de qualité PageRank, donc une technologie que Google va utiliser pour référencer les résultats de recherche en ne se basant pas uniquement sur les mots-clés, mais également sur la qualité des sites web. On estime vraiment que c'est à cette période que c'est vraiment cette technologie qui va ouvrir la voie au SEO tel qu'on connaît aujourd'hui. Et on assiste également aux premières conférences SEO en 99. C'est vraiment Google qui commence à fixer les règles du jeu. Et en termes d'expérience, on a de l'utilisabilité à l'utilité. Jacob Nielsen, donc on va dire un grand penseur et un grand mentor pour beaucoup dans l'expérience utilisateur, en tout cas, va introduire la distinction entre l'utile et l'utilisable. Donc un site doit-il servir à quelque chose ou seulement être fonctionnel? Et forcément, en 2000, l'avènement du design web avec l'affordance et l'intuitivité deviennent les guides. On a l'expérience utilisateur qui se popularise, les bonnes pratiques en psychologie cognitive et ergonomie s'intègrent au design web, des méthodologies qu'on voit, que ce soit le design thinking, la méthode UX, le design sprint, etc. En tout cas, petit à petit, vont voir le jour et pour créer aussi des bonnes pratiques d'expérience utilisateur et d'utilisabilité, avec aussi une première publication du Don't Make Me Think de Steve Krug. Donc, dans le début des années 2000, vraiment l'hégémonie de Google, avec une ligne directrice qui est claire, la volonté d'un contenu de qualité. Effectivement, en 2002-2003, on va avoir des mises à jour importantes et notamment des premières pénalités pour les sites qui ne sont pas de bonne qualité. En 2006, on a Google qui lance Google Suggest, qui va permettre à l'internaute d'affiner sa recherche et pour l'aider au mieux. Et en 2011, nous aurons Panda qui va viser à réprimer les sites proposant de larges contenus de mauvaise qualité. Donc vraiment, la qualité de l'expérience utilisateur prend de plus en plus de place. Et en parallèle, on a des acteurs qui renversent finalement les habitudes. Uber, Airbnb, Doctolib, Tinder, en fait, tous ont redéfini l'expérience que l'on fait d'une marque, avoir accès à une offre à tout moment et en tout lieu. Et c'est en 2013, c'est à partir de 2013 qu'on commence à parler de SXO, car Google commence à modifier l'apparence de ses résultats de recherche en proposant des nouveaux formats basés sur une meilleure compréhension des intentions de recherche des utilisateurs. En fait, ces nouveaux formats sont créés dans le but d'apporter une réponse plus qualitative en fonction du but de la recherche des internautes. Et pour continuer sur sa lancée de toujours vouloir proposer des résultats plus pertinents aux internautes, Google déploie en 2016 l'index Mobile First qui favorise le classement des sites qui sont optimisés pour mobile. En fait, Google l'a bien compris. À partir de ce moment-là, plus de 50% des recherches sont effectuées sur mobile. Et donc, il faut proposer une meilleure expérience aux mobinautes. À partir de mai 2021, donc très bientôt, Google va intégrer dans ses critères de positionnement les indicateurs de performance qui prennent en compte notamment des critères, des aspects UX, puisqu'il va mesurer l'interaction des internautes avec une page. Et cela se base notamment sur les temps de chargement ou la stabilité du contenu. Pour l'expérience utilisateur, finalement, des sites, vu qu'elle est prise en compte, on a du coup des nouveaux critères, on reverra aussi par la suite en détail, mais le taux de rebond, le temps que le visiteur met pour interagir avec le site et la stabilité du contenu.
Alors en 2021, c'est vrai qu'on parle de Google User Experience parce que les chiffres sont assez impressionnants. On a aujourd'hui 90 000 recherches par seconde qui sont effectuées dans le monde sur Google et Google crawl en fait 20 milliards de sites tous les jours. Au niveau de la part de marché, évidemment, sans surprise, c'est 92% de toutes les recherches sur Internet qui sont effectuées sur le moteur de recherche donc de Google. Et on peut faire aussi un focus sur la première page de résultats, où la répartition des clics est un peu différente depuis quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 59% des clics qui se font sur les 3 premières positions. Donc on est sur la période 2016-2018, mais on voit que la répartition est quand même diluée depuis 2006. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 28% de clics sur la première position, contre 51% en 2006. Donc en fait, les usages changent avec les modifs qui sont réalisés sur la page de résultats de recherche, donc par Google. Aujourd'hui, le taux de clic de la première page de Google, il est de 91%. Et ce qu'on constate, c'est que ce taux de clic, il est multiplié par 10 entre la première position et la 10e position. Donc on est vraiment dans une compétition pour occuper les premières places. Aujourd'hui, on a 10 places seulement en première page et il faut vraiment travailler le SEO selon des méthodologies de travail précises pour accéder à ces positions. Alors, comment on travaille le SEO? Donc, il y a déjà important à rappeler. On a 3 grands piliers autour du SEO. La partie technique qui se travaille en priorité pour assurer que le site soit correctement exploré et donc bien indexé par les moteurs de recherche, qu'il réponde bien à toutes les guidelines techniques imposées aujourd'hui par Google. Donc, ça va concerner le socle technique, le langage de programmation, mais également l'architecture du site, l'organisation en tant que telle du site. On va y revenir par la suite. On a le deuxième pilier du SEO qui concerne la partie sémantique, donc toute la stratégie de mots-clés. Les mots-clés que vous allez insérer sur vos pages, dans votre contenu, pour ressortir dans les meilleures positions sur les pages résultats de Google. Et il faut que chaque page puisse répondre à un objectif de positionnement tout en partant de la recherche des utilisateurs. Et enfin, le troisième pilier, la popularité, donc le netlinking, cela correspond aux liens externes qui pointent sur votre site. Donc du contenu rédigé sur des sites externes qui permettent de diriger l'utilisateur vers votre site. Et là, il faut mettre en place une stratégie de liens pertinents, des liens de qualité pour pouvoir drainer du trafic qualifié sur votre site. Donc ces 3 piliers se travaillent tout en pensant à l'expérience utilisateur en continu. Et justement, quand on parle de l'expérience utilisateur, c'est la vitesse du site, l'optimisation en mobile, donc qu'il soit bien utilisable en mobile, l'arborescence, qui forcément va être travaillé en même temps avec le SEO et les UX designers, la langue, la sécurité, etc., pour s'assurer en tout cas que le site réponde déjà aux besoins des utilisateurs, mais aussi réponde aux exigences de Google sur l'organisation et la hiérarchisation des contenus. Et comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut penser la meilleure expérience possible. Si finalement les gens n'arrivent pas à vous trouver, c'est un peu comme cette photo d'un super hôtel où finalement il n'y a aucun visiteur, ou potentiellement l'inverse, où on peut avoir l'exemple de files d'attente où finalement les gens viennent, vous êtes vus, perçus et visités, mais l'expérience est tellement mauvaise que les gens peut-être ne reviendront pas. Donc, du coup, c'est vraiment ce maillage des deux qui est important. Et comme on dit, c'est que le SEO sert à l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur, en tout cas, éclaire le SEO. Et c'est vraiment ce mariage des deux qui est important et qui, chez Niji, en tout cas, est un fondement de toutes les démarches qu'on fait pour nos clients. Voilà, et nos convictions sont claires chez Niji. Nous mettons tout en œuvre en fait pour une collaboration optimale, synchronisée et efficace entre les 2 expertises sur tous les projets de conception. Ces 2 expertises en fait, cette collaboration, elle permet d'alimenter les débats, d'enrichir la réflexion, et elles permettent surtout donc d'aboutir aux meilleures recommandations.
Donc on voit encore beaucoup de clients qui choisissent de décaler la partie SEO ou qui choisissent de traiter ce sujet après le démarrage du design ou bien après conception ou après mise en œuvre du site. Et on peut constater à quel point les projets sur lesquels on arrive à bien synchroniser les expertises aboutissent à des résultats, à des dispositifs performants. On a pris l'exemple, voilà, un exemple concret, en fait, un groupe immobilier qui s'interroge sur son potentiel d'amélioration des taux de conversion. Donc, comment ça va se passer concrètement? L'expert SEO va mener une analyse sémantique pour comprendre, en fait, dans l'immobilier, quelles sont les recherches qui sont effectuées par les utilisateurs sur les moteurs de recherche. À quoi ils s'intéressent, en fait, ces utilisateurs? L'analyse, elle peut montrer qu'en fait, le site aujourd'hui n'est pas positionné, ne ressort pas en fait sur les pages résultats sur des recherches qui sont liées à tout l'aspect conseil, en fait, des recherches qualifiées donc d'utilisateurs qui ont besoin de conseils sur l'achat, leur capacité d'emprunt, le calcul des mensualités, voire même le classement des villes où il fait bon vivre ou acheter. Et sur la partie location, également besoin de conseils sur les lettres de préavis ou encore les diagnostics qui peuvent être obligatoires. Toute cette partie où finalement on constate que le site de ce groupe immobilier n'est pas positionné. Sur la partie utilisateur, en fait, nous, les équipes font en tout cas de ce qu'on appelle de la recherche utilisateur, donc des entretiens, des questionnaires, des focus group, pour comprendre les usages, les attentes et les frustrations et potentiellement des besoins non comblés par le site actuel. Et par exemple, on a pu mettre en tout cas en avant que les futurs acheteurs étaient beaucoup plus là pour obtenir rapidement des informations sur leur capacité d'emprunt et les mensualités d'un éventuel prêt, là où les locataires étaient beaucoup plus là pour s'informer rapidement sur leurs droits et leurs devoirs des propriétaires à leur égard. Voici l'exemple donc de Nexity qui du coup traite bien cet aspect du SEO et de l'UX en fait, puisqu'il a un guide immobilier sur son site qui permet en fait, qui s'adresse à la fois aux locataires et aux propriétaires et qui lui permet en fait via du contenu lié à du conseil sur cette thématique de drainer du trafic sur son site. Voilà, avec un guide optimisé, une grande quantité de pages dédiées à ces recherches qualifiées de propriétaires et de locataires. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs piliers sur le SEO, et là on peut voir donc comment le SEO et l'UX peuvent s'unir sur l'aspect technique. Donc on va commencer par quelques chiffres qui sont assez importants entre le SEO et l'UX. Donc on sait qu'aujourd'hui que 47% des utilisateurs voudraient qu'une page web s'affiche en 2 secondes ou moins. Et ça se retrouve bien dans les chiffres puisqu'on sait que 53% des mobinautes quittent un site qui met plus de 3 secondes à s'afficher, donc sur mobile. Au niveau des pertes pour les entreprises, le chiffre est assez impressionnant. On parle de 2 milliards de ventes perdues qui seraient dues à un ralentissement des sites web dans le monde. Alors c'est vrai que quand on crée un site, souvent il y a la nécessité de choisir des langages de programmation spécifiques. En règle générale, on parle de HTML et JavaScript. Et c'est vrai que c'est vraiment dès le départ, à ce moment-là, où le SEO et l'UX doivent travailler ensemble sur ces frameworks. L'expérience utilisateur, c'est souvent des mécanismes, en tout cas certaines fonctionnalités pour l'expérience. On a souvent justement cet exemple de JavaScript pour optimiser en tout cas la rapidité d'affichage ou de fluidifier la navigation. Mais c'est surtout aussi par rapport à des parties pre-design qui parfois nécessitent l'utilisation d'un framework comme JavaScript et qui du coup peuvent en tout cas empêcher, ou en tout cas c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que selon les parties pre-design, il y aura plus ou moins, on va dire, de travail et d'efforts à faire du côté SEO pour, on va dire, combler ou en tout cas vraiment travailler les deux pour s'assurer d'un bon référencement et d'une bonne expérience. C'est vrai que Google souvent a un peu de mal à explorer les codes JavaScript. Il le fait de mieux en mieux, mais il est plus important en fait dès le départ d'avoir des guidelines techniques qui sont à transmettre aux développeurs pour garantir en fait l'exploration et l'indexation du site par les moteurs de recherche. Donc on a par exemple ici un exemple de site qui a été créé avec JavaScript. Donc les pages peuvent être indexées, mais comme on le voit donc, en utilisant un crawler, en fait Google ne voit véritablement le contenu que de la homepage. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas voir le maillage, il ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, il ne peut pas voir les balises.
Le fil d'Ariane est un autre élément. En SEO, il permet vraiment d'indiquer au crawler la structure du site. En SEO, on a tendance à toujours le recommander, aussi parce qu'il peut sculpter le PageRank d'une page, donc sa pertinence, et parce que quand il est couplé à des données structurées, permet aussi de modifier l'aspect du résultat, donc dans les pages de résultats de recherche, l'aspect du site dans les pages de résultats de recherche. En UX, c'est légèrement différent. Le fil d'Ariane, en tout cas, en termes d'expérience utilisateur, c'est un indispensable. En tout cas, c'est un très bon repère pour l'utilisateur qui arrive justement depuis une page Google, qui n'arrive pas forcément depuis votre home, mais qui arrive potentiellement sur une fiche produit ou une page éditoriale. Ça lui permet de voir en fait où se trouve la page et de comprendre un peu aussi l'organisation. Et sur mobile, forcément, c'est quelque chose où on a un peu moins l'habitude de le voir. Mais ça ne change pas que, même si on ne le voit pas pour l'utilisateur, c'est que potentiellement il a juste son bouton retour. En fait, il reste quand même présent dans le code pour le référencement. Donc c'est vrai que dans un monde mobile first, le contenu caché aura toute son importance. Donc ça, c'est un analyste chez Google Search qui le dit. Et effectivement, avec un index mobile first, il est de plus en plus important de prendre en compte l'UX quand on recommande un fil d'Ariane en SEO. On a par exemple ici l'exemple de Decathlon, qui a effectivement un fil d'Ariane qui est présent sur la page liste, mais caché sur la page produit. Donc on a une page produit qui sert à la fois le SEO et qui prend en compte l'UX. Et quand on regarde le code, effectivement, le fil d'Ariane est présent. Au niveau des vitesses de chargement, c'est vrai que c'est de plus en plus aujourd'hui un critère de positionnement pour Google. On sait qu'aujourd'hui, un site trop lent finit par ne plus être recommandé sur les SERP. Et on sait aussi que la visibilité d'un site lent en fait, va se dégrader nécessairement au fil des semaines. Et pour l'expérience utilisateur, la vitesse de chargement finalement est presque le premier critère qui détermine presque si un internaute va arriver, en tout cas reste sur la page, parce que s'il y a mis du temps, en fait, ils auront quitté même avant que le contenu se charge. La perception de vitesse en fait est dégradée. En fait, si on a l'impression que le site est de plus en plus lent, l'utilisateur en fait aura tendance à ne jamais retourner sur le site. Donc il y a aussi des best practices pour en tout cas donner cette impression que le site charge. On le voit par exemple potentiellement sur l'appli Facebook, où en tout cas on a un peu cette impression que le contenu va se charger parce qu'en fait on prend la place. Et justement encore plus si l'utilisateur en fait il est identifié comme un usage mobile en priorité, le temps de chargement sera encore plus déterminant et central. Et pour continuer, donc, on a ces 4 critères, on va dire, en gris qui sont en fait là depuis pas mal de temps, que ce soit le côté expérience mobile first, en tout cas mobile friendly, la navigation, on va dire, sécurisée avec le HTTPS et pas de pop-in intrusive comme on voit dans beaucoup de sites. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est justement ces 3, alors ce qu'ils appellent les Core Web Vitals. C'est le temps de chargement, donc comme on dit, c'est le temps que met la page à se charger. Donc plus elle est basse, et plus du coup la page se charge rapidement, et du coup l'indexation sera meilleure. L'interactivité qui est hyper importante, en fait, maintenant, c'est le nombre de temps à partir duquel l'utilisateur en fait, va interagir avec le site. Donc cliquer sur un push, cliquer sur une fonctionnalité, cliquer sur la navigation. Et c'est là où de plus en plus on voit des navigations qui sont beaucoup plus travaillées pour être plus petites, pour être visibles en mobile, pour justement éviter cet effet, on va dire, burger menu qui a un peu tendance à décaler la première interaction. Et on verra après, juste après, sur la stabilité visuelle, c'est d'éviter que un contenu qui est à un endroit et que je le lis, en fait, commence à se décaler parce que des contenus, que ce soit des pubs ou des bannières, etc., en fait, commencent à s'afficher après parce qu'on a chargé le texte en premier, mais du coup, qui crée en fait un décalage visuel qui gêne du coup cette expérience utilisateur. Alors, on a par exemple ici un exemple typique d'instabilité visuelle, c'est-à-dire qu'on a un utilisateur qui veut annuler une commande, mais l'instabilité visuelle fait qu'en fait tout le contenu se décale à cause d'un temps de chargement un peu plus long. Donc, cette instabilité visuelle, elle impacte négativement l'UX, elle rend l'expérience du site inconfortable, mais au niveau du SEO, ça a également un impact puisque de toute façon, ça a tendance à augmenter le taux de rebond. Alors, pour les images,
D'un point de vue SEO, c'est vrai qu'on prend en compte le fait que Google ne peut pas lire le contenu des images. En règle générale, on s'attache à optimiser tout le contexte sémantique qu'il peut y avoir autour d'une image, donc les balises alt et le contenu textuel qu'il y a autour. Mais en termes du UX, puisque les Core Web Vitals vont être pris en compte de plus en plus également en SEO, on s'intéresse de plus en plus au poids des images et au format des images parce qu'ils ont un énorme impact sur la vitesse de chargement. Et en utilisant des formats adaptés, on peut faire entre 30 et 80% d'économie d'espace. Et pour l'expérience utilisateur, forcément, cette rationalisation des images en fonction du besoin, ça évite aussi de créer, on va dire, une charge cognitive avec beaucoup d'images. Et en fait, c'est de, on va dire, peser le pour et le contre de chaque image pour être sûr que finalement l'image est importante, a un rôle à jouer, et qu'on ne rajoute pas des images pour illustrer, du coup, alourdir, on va dire, cette page, en tout cas le temps de chargement, et aussi une recommandation, en tout cas, de la contribution des alt pour les lecteurs d'écran, pour les utilisateurs non-voyants, et du coup, créer cette alternative pour chaque image de description. Donc là, par exemple, on va avoir un exemple de balises qu'on peut utiliser en SEO. C'est-à-dire qu'on a à la fois des balises pour l'image principale, mais on va aussi avoir des balises pour les images qui sont à côté, dans le thumbnail. Et c'est recommandé pour la majorité des images d'un article. Pour les filtres, c'est assez standardisé. On en a beaucoup maintenant. On sait comment les utiliser, donc ça permet de faciliter l'utilisation du site, de simplifier la recherche d'informations, en tout cas ou de produits par l'utilisateur, et surtout d'encourager la navigation entre des filtres, entre les produits et les offres, et de faciliter tout ça. Mais forcément, on a besoin du SEO aussi pour rendre ça aussi crédible et utilisable pour les. En SEO, c'est vrai que la navigation à facettes doit être travaillée de concert entre l'UX et le SEO. Parce que ça permet en SEO de cibler soit des mots-clés génériques ou des mots-clés de longue traîne, mais ça permet aussi d'automatiser le maillage interne d'un site et d'assurer l'indexation de pages stratégiques. Mais il faut le faire en collaboration avec l'UX. On a par exemple un exemple de navigation avec filtre qui répond très bien aux besoins d'utilisateurs, puisque sur la page de recherche, il y a des recherches qui sont liées par exemple à des chaussures femmes taille 42, et quand on se retrouve sur Zalando, au niveau sémantique et au niveau des filtres, on répond exactement à la recherche utilisateur. Alors maintenant, comment le SEO et l'UX s'unissent sur l'aspect sémantique ? Alors, un des plus gros chantiers qui est important de travailler aussi bien en UX qu'en SEO, c'est l'arborescence. Donc, comment construire une arborescence efficace ? Alors, en SEO, on va s'appuyer sur une étude mots-clés réalisée pour identifier la demande des internautes. Et dans un deuxième temps, on va organiser le contenu de façon à optimiser le maillage interne et à guider l'internaute vers du contenu utile qui répond aussi aux enjeux business du site. Et pour l'expérience utilisateur, donc c'est forcément proposer un parcours clair et fonctionnel du site, connaître les utilisateurs pour les orienter rapidement vers le bon contenu, donc potentiellement par une fonctionnalité d'entrée par profil, et hiérarchiser aussi l'accès au contenu par la pertinence, donc attente utilisateur et aussi les enjeux stratégiques de la marque. Et comme on a pu le voir, ça devient un critère de première interaction et une arborescence en fait visible, une navigation visible, une arborescence simple, ça entretient en tout cas cette interaction et qui facilite aussi du coup le référencement. Et voilà, et on sait du coup à quel point l'arborescence est clé sur un site. Et du coup, à quel point c'est important d'anticiper cette phase de réflexion, de recherche, de compréhension des besoins utilisateurs pour aboutir à une arborescence SEO-friendly, donc qui soit correctement indexée par les moteurs de recherche et qui soit aussi user-friendly, qui répondent aux besoins de vos utilisateurs. Alors là, on peut voir un exemple d'arborescence qui prend bien en compte les deux aspects SEO et UX. On a des entrées qui sont basées sur des requêtes précises des internautes et une structure claire qui facilite la navigation.
Ensuite, un autre élément qui peut être travaillé aussi bien en UX qu'en SEO, c'est le footer. Donc le footer en SEO, il permet de mettre en avant des pages profondes pour améliorer leur visibilité et également d'améliorer le maillage interne entre les sites d'un même groupe, par exemple. Et on l'a vu dans cette évolution, c'est que le footer finalement a un peu changé de position et de rôle. C'est qu'avant on était beaucoup plus sur répéter une navigation pour en fait s'assurer que le référencement soit vraiment efficace. Maintenant on est passé beaucoup plus à des footers qui sont là comme support souvent d'un discours de marque, avec en plus d'avoir des fonctionnalités on va dire un peu transverses comme les réseaux sociaux, la newsletter ou des horaires de magasins, etc. C'est aussi en fait un moyen en tout cas d'intégrer du maillage on va dire un peu externe avec déjà sur le côté sitemap, RGPD, accessibilité, etc. Mais c'est aussi tout le côté on va dire écosystème que vous pouvez avoir avec les liens vers des espaces corporate, du recrutement, etc. Et du coup de créer presque un écosystème de maillage par le biais du footer. Donc un exemple de footer SXO, donc c'est le footer du site Ouest France. On voit qu'il prend bien en compte les mentions obligatoires essentielles en UX et il crée également des liens vers les autres sites de l'écosystème du groupe Ouest France en faisant des liens vers les autres sites du groupe. Alors, un autre aspect également que l'on peut travailler en SEO et en UX, ce sont les balises de titres et de sous-titres qui permettent en SEO de structurer le contenu d'une page pour améliorer la lisibilité du contenu, mais également d'intégrer au sein de ces balises les mots-clés principaux que recherchent les internautes pour mieux se positionner dessus. Et en termes d'expérience utilisateur, donc la structure de la navigation, ça rythme le parcours de consultation. Ça permet en tout cas de hiérarchiser l'information et le plus important aussi, c'est que ça répond aux besoins d'accessibilité par les lecteurs d'écran et du coup se respecter tout ça en termes d'expérience utilisateur au global, que ce soit en UX ou en UI, c'est hyper important et c'est hyper structurant. Donc c'est un autre exemple de collaboration SXO. Et donc il faut bien noter de prévoir en fait dans les maquettes les titres et les sous-titres. On voit que Maison du Monde balise correctement ses contenus. On voit le titre principal et les deux autres sous-titres qui permettent de mettre en avant les mots-clés. Et on détecte bien que le mot-clé principal de cette page est déco cosy. Un autre aspect SXO que l'on peut travailler, c'est la visibilité locale. Donc, comment en SEO le travailler? Alors, on peut déjà commencer par créer une fiche Google My Business ou l'optimiser si elle est existante. On peut également créer des pages locales dédiées pour se positionner sur les requêtes de type marque plus ville. Et également intégrer des données structurées sur les pages pour renforcer la sémantique sur les requêtes locales. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est créer une page Store Locator, en tout cas Locator, qui permet en tout cas à l'utilisateur de repérer les boutiques, les agences et développer un Web to Store. Donc c'est le côté omnicanalité. Et aussi créer des pages servant de vitrine pour les magasins agences physiques et afficher des spécificités, donc des produits spécifiques, des horaires particuliers, des changements de rénovation. Et on verra aussi que vu que le SEO est pensé et que l'expérience utilisateur est bien pensée, c'est aussi permettre aussi d'être visible sur Google. Sur leurs services. Voilà, et sur le sujet de la visibilité locale, on sait, ça va aussi de pair avec les usages, notamment le développement de l'usage mobile. Je rappelle que 30% des recherches mobiles sont liées à la localisation et on a 50% des mobinautes qui visitent un magasin après une recherche effectuée, donc dans un délai de 24 heures. Donc un sujet vraiment stratégique et il faut vraiment se dire qu'il faut faire de Google un allié. On a tendance à croire que c'est un concurrent. C'est vrai qu'on a des fonctionnalités aujourd'hui sur la page résultats de Google qui permettent de vérifier les disponibilités d'un hôtel en ligne. On a une fiche qui est très complète, mais il faut justement miser sur toute cette stratégie pour faire de Google un allié. Et la visibilité locale est un gros sujet justement à travailler via les moteurs de recherche, via le SEO. Donc un exemple de Store Locator sur le site de Jean-Louis David qui est optimisé et qui met en avant toutes les infos permettant de se positionner en fait sur les requêtes locales.
Donc avec voilà, donc on arrive au bout du webinaire. Alors Niji vous accompagne donc sur tout l'aspect design d'expérience bien sûr, et on veille vraiment à mettre en place toutes les synergies entre toutes les équipes bien sûr, mais notamment sur l'aspect UX et SEO pour que votre site réponde au mieux aux nouveaux enjeux du SXO. Et ça passe par une méthodologie. Nos convictions, évidemment, c'est qu'un projet de conception réussi, c'est une collaboration en continu du SEO et de l'UX, sur toute cette phase d'abord de recherche utilisateur. On en a parlé, la compréhension des recherches de vos utilisateurs, la compréhension des mots-clés stratégiques à mettre en place pour travailler votre visibilité. Tout l'aspect parcours arborescence, on déterminera les cocons sémantiques à travailler sur vos sites et on optimisera le maillage interne du site qui impactera donc l'arborescence pour que votre site soit correctement exploré et bien indexé par la suite par Google. Et ensuite, cette phase de wireframe et de maquette sur lesquelles on intervient sur les structures, les balises des pages, donc le contenu de ces pages, notamment des zones clés en termes de SEO. Par la suite, on a toute la phase d'amélioration en continu, où évidemment donc une stratégie SEO se travaille également en continu, de la même façon qu'on va améliorer l'aspect design aussi, mais en pilotant les KPI qui seront déterminés en amont, et ça pour un meilleur ROI. Et forcément, qui en tout cas vous accompagne, quel que soit votre terrain de jeu, que ce soit de la communication ou du branding, de l'expérience design, du service design, du digital marketing et alors une offre, on va dire, un peu particulière qui est le sustainable design, qui est surtout le côté très éco-conçu et du coup qui favorise aussi ce référencement parce que du coup on simplifie le temps de chargement. Enfin, on rend ça les pages beaucoup plus légères, beaucoup plus accessibles, plus simples, et du coup on favorise le référencement aussi par ce biais-là. Et tout ça en fait est piloté par ce côté design feeling qui nous tient à cœur sur cette connexion, on va dire, émotionnelle entre vos utilisateurs et vos clients et votre marque et votre business. Pardon, le micro. Merci à tous. Merci Marie-Jo, Solène, Caroline, Pierre-Éric. Voilà, venu le temps un peu des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Soit effectivement toujours dans le fil, vous pouvez écrire dans le fil de discussion si vous avez un souci de micro sur votre ordinateur ou prendre la parole. Allez-y, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? N'hésitez pas. Non. Aucune question, pas de commentaire sur ou un partage d'expérience avec nos experts. N'hésitez pas ou à partager une problématique. Vas-y. Toujours la première qui est la plus dure. Bon, sinon, on va s'arrêter là. Merci Marlène pour votre commentaire. En espérant que effectivement ça a été clair et que voilà, on a pu vous amener un éclairage sur cette problématique-là. Je le répète, n'hésitez pas à aller consulter le replay, à le partager avec vos collaborateurs. Merci aussi par avance si vous pouvez remplir la fiche, l'enquête de satisfaction qu'on va vous faire parvenir. C'est toujours très utile pour nous, voilà, dans un souci de renouvellement et d'amélioration. Donc voilà, prenez 2 minutes si vous pouvez pour nous la partager. On va clôturer ce webinaire dès à présent. Merci encore d'y avoir participé. Merci à l'équipe de nous avoir partagé ce retour d'expérience. Et puis, je vous donne rendez-vous début avril pour un webinaire plus technologique autour de la forge logicielle Microsoft Azure. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.